Nous recevons maintenant quelqu'un qui a été Premier ministre, quelqu'un qui a été chef de la diplomatie française, ministre des Affaires étrangères. Dominique de Villepin, connu pour sa liberté de parole, nous rejoint. Bonsoir Dominique de Villepin. Et on est impatient évidemment de vous entendre sur cette politique, cette orientation politique française, celle d'Emmanuel Macron, qui a été réaffirmée tout à l'heure. Question simple, a-t-il raison d'indiquer que face à une agressivité croissante, d'après lui, de Moscou, il faut se tenir prêt à toutes les éventualités, et notamment l'envoi de militaires français sur le sol ukrainien? Écoutez, pour une fois, je serais relativement d'accord avec ce que vient de vous dire Dominique Moisy. Une fois n'est pas coutume. Exactement, une fois n'est pas coutume. Si c'est une posture politico-médiatique, anticipant un effondrement de l'Ukraine, et cherchant à montrer que le président de la République française n'a pas écarté des options difficiles, on peut comprendre. Pour le reste, je suis frappé de voir à quel point cette polémique est née sur des bases qui posent problème, de confusion et, par ailleurs, d'improvisation. Confusion et improvisation de l'Élysée. Sur les propos qui ont été tenus. Confusion. De quoi parle-t-on? Troupe au sol. J'ai passé plusieurs décennies de ma vie à travailler sur les questions politico-militaires. Troupe au sol, c'est un langage codé et totalement clair. Ce sont des combattants. Si on veut mentionner autre chose, on parle de présence au sol, de personnel au sol. Donc là, de quoi parle-t-on? Est-ce que le président de la République parle de combattants ou est-ce qu'il parle de conseillers, d'infirmiers, de spécialistes? Ça n'a rien à voir. Le problème ne se pose que si nous parlons de combattants. Il pensait qu'il devrait clarifier sa position. Je vais vous expliquer pourquoi tout ceci est un jeu dangereux. Deuxième élément, au-delà de la confusion, il y a, à mon sens, une improvisation. Il répondait au sommet de Paris à une question des journalistes sur fond de querelle franco-allemande. C'est pas le lieu de faire des annonces au sortir d'un sommet qui a marqué un consensus. C'est pas le lieu pour faire des annonces dramatiques et qui plus est, qui divisent les participants à ce sommet. Improvisation encore, discours de Prague, puisqu'on l'appelle comme cela. Le discours de Prague, c'est quoi? Personne ne le mentionne. C'est un discours devant la communauté française. J'ai fait suffisamment de discours devant la communauté française, qui est l'occasion de manger les petits fours et de boire du champagne, pour savoir que ce n'est pas non plus un lieu où on parle au monde, où on parle à l'Europe, où on parle à la Russie. Ce sont donc des réponses et des discours de circonstances qui ne peuvent avoir la gravité, l'ampleur, la légitimité, en tout cas à son meilleur, de la parole présidentielle. Et est-ce que donc ça accroît l'ambiguïté stratégique, puisque c'est une question fondamentale? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes dans l'excitation stratégique? L'ambiguïté stratégique, c'eût été de dire, en parfait accord avec tous nos partenaires, y compris les Américains, les Ukrainiens rencontrent des difficultés sur le terrain, mais nous nous portons garant de l'unité, du respect de l'unité et de la souveraineté de l'Ukraine. Tous nos partenaires auraient signé en bas de la page. Ça, c'est de l'ambiguïté stratégique. Dire, il n'y a pas de limite, nous enverrons des troupes au sol. Par ailleurs, il dit pas nous enverrons, il dit il ne faut pas l'exclure. Il conviendra de ne pas être lâche. Alors qu'en fait, phrase qui est sortie de son contexte, il faisait une référence à Milan Kundera et à l'histoire de l'Europe des 30 dernières années ou 40 dernières années. Donc, ramenons cette tempête dans un verre d'eau à de justes proportions, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment, en écoutant la télévision, qu'on est au bord de la guerre. Donc, il y a un cadre. Ce discours, ces paroles ont été mal cadrées, décontextualisées. Il n'empêche que l'Élysée peut y trouver son avantage. Parce qu'évidemment, ça place aujourd'hui le président Macron dans une position qui, en termes de politique intérieure, en termes de campagne des Européennes, peut paraître avantageuse. Oui, mais enfin ça, c'est une vision un peu cynique, pas la vôtre. Hein. Effectivement. Ce serait une vision un peu cynique de la part de l'Élysée. Est mal cadré et prématuré. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qu'il faut faire en regardant en arrière. Et là, je rejoindrai toutes les personnes présentes. C'est que nous avons manqué à notre devoir
dans les 2 dernières années. En termes de livraison d'armes. Sanctions qui ont été faites à moitié et trop tard, et nous avons tout fait pour que cela ne nous coûte rien. Livraison de matériel qui ont été faites à moitié et trop tard. Donc la moindre des choses et la première des choses à faire, et c'est pour ça que ce débat me paraît avoir un inconvénient, outre qu'il divise nos alliés, c'est qu'il détourne notre attention de l'essentiel aujourd'hui, qui est de fournir le ravitaillement indispensable à l'Ukraine. Comme le répètent très très bien les Ukrainiens et les Américains, l'Ukraine, elle demande du matériel, elle ne demande pas les troupes au sol. Donc quelque part c'est un écran de fumée. Nous sommes loin de la vérité du champ de bataille. Ça c'est un élément essentiel. Alors si je vous comprends bien, Dominique de Villepin, hormis l'aspect intérêt politique, tactique, politique intérieure d'Emmanuel Macron, vous dites, ça n'est pas de bonne politique que d'indiquer pas de limite, pas de ligne rouge, sous-entendu, les troupes au sol, c'est une option. Ça ne contribue pas à l'ambiguïté stratégique. Ça ne renforce pas la main des alliés. Et pour que ce débat puisse être utile, il eût fallu au préalable que nous soyons capables de répondre à 5 questions. 5 risques qui sont liés à cette montée en gamme, à cette étape que nous franchirions si nous envoyions des troupes au sol, des combattants. 5 risques. Le premier, c'est l'élargissement du conflit. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol? Est-ce que nous aurons des combattants africains? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident? Première question, premier risque. A priori, ça ne semble pas un scénario privilégié. Mais... si les Occidentaux, si les Européens, si les Français envoient des troupes là-bas, vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe? Je pense qu'il vaut mieux se poser la question. En tout cas, nos diplomaties n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la Russie soit isolée. Et si la Russie était isolée, ça se saurait. Je pense que nous sommes d'ailleurs davantage isolés, malheureusement, plus isolés que la Russie. Deuxième question majeure, nouveau front, risque de nouveau front. Moi j'ai alerté, de partie de quelques rares voix qui a dit attention, l'Ukraine, c'est une situation dangereuse, mais que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre? Il s'est ouvert le front de Gaza et le front au Proche-Orient. Mais il y a d'autres fronts qui peuvent s'ouvrir. En Corée, en Afrique. Et alors nous allons comme ça faire la guerre sur les 5 continents. Il faut prendre en compte cette réalité. Le monde ne se réduit pas au drame et à la tragédie ukrainienne. On peut considérer que parce que c'est sur le sol européen, il y a une responsabilité particulière on peut considérer des pays européens. Il se trouve que l'Amérique est une puissance globale et que nous prétendons est une puissance globale et donc que nous sommes concernés par les grands équilibres et l'ordre du monde. Et malheureusement, notre diplomatie ne joue pas suffisamment, ne prend pas en compte suffisamment ces désordres qui intéressent les Soudanais, les Congolais. Troisième risque, qui est important, le risque terroriste. Le risque du terrorisme, je ne pense pas à un terrorisme qui viendrait de nos adversaires en Ukraine. Je pense à un terrorisme opportuniste. Quand il y a des situations de désordre de ce type, le terrorisme frappe. Et je vous le rappelle, nous avons prévu, nous, ici en France, non pas une année de guerre, mais une année de fête. Nous allons commémorer dans quelques mois les 80 ans du débarquement et les délégations vont venir du monde entier. Nous allons passer plusieurs mois à fêter les Jeux Olympiques. Si on doit se mobiliser, mobilisons-nous, mais il aurait peut-être fallu le faire un peu plus. L'économie de guerre, je ne la vois pas. La préparation des esprits en matière de défense civile et de guerre hybride, je ne vois rien. On ne sort pas de son chapeau comme un lapin l'idée d'aller faire la guerre en Ukraine sans s'être préparé un temps soit peu. Alors peut-être qu'il y a en parallèle une préparation particulière pour la sécurité des JO. Vous le sauriez. Vous le sauriez-vous, parce que les médias seraient mobilisés, vous auriez des gens qui ici viendraient vous dire, écoutez, voilà, c'est extrêmement dangereux, donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la télévision pour ne pas inquiéter les Français, d'autres choses qu'il faut dire. Vous le sauriez. Quatrième risque. Nous sommes à la veille d'une élection américaine qui va déterminer le nouvel ordre mondial. Il y a fort à parier que nous soyons partis pour un nouveau temps d'isolationnisme et de protectionnisme comme le monde n'en a jamais connu, voire
de cassure de ce nouvel ordre mondial entre Trump et une Chine qui vient de fêter la réunion de son Parlement et qui se recroqueville, se resserre, se sécurise encore davantage. C'est un contexte général, mondial, qu'il faut prendre en compte. Et puis un dernier élément qui est peut-être l'un des plus importants, qui est le risque nucléaire. Je connais les bons experts, les grands experts qui s'expriment sur ces sujets, et je les respecte infiniment. Bruno Tertrais a fait un livre tout à fait remarquable sur ce sujet. Mais envoyer les troupes au sol, des combattants, nous place dans une situation en termes de dissuasion que nous n'avons jamais connue. 40 ans de guerre froide, jamais les forces du pacte de Varsovie et les forces de l'OTAN ne se sont affrontées. Et ce n'est pas par hasard. C'est à cause d'une réalité qui tient à la grammaire du nucléaire, à la règle du nucléaire. La règle de la dissuasion, c'est d'être assis sur le principe de destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que si l'un emploie la bombe, l'autre répond, et qu'à la fin, on est tous morts. Alors ce ne serait pas des troupes au sol en Russie. Non, mais, donc ce n'est pas le territoire russe qui serait le théâtre des combats. Vous êtes comme moi bien informé, et vous avez compris que pour Vladimir Poutine, l'Ukraine, c'est la Russie. On peut le regretter, mais aujourd'hui, c'est la rhétorique. Donc vous pensez que ces menaces qu'on entend dans la bouche de Vladimir Poutine encore récemment, par exemple, il faut les prendre au sérieux? Je pense que la grammaire nucléaire fait que ce risque, aujourd'hui, de troupes au sol, de l'OTAN en Ukraine, font exister un risque, et que ce risque, pour des puissances responsables, est inacceptable. Voilà ce que je dis. Même un petit risque déjà est inacceptable. Mais bien sûr. Parce que, et croyez bien, je voyage suffisamment à travers le monde pour avoir constaté quelque chose depuis 15 ans. L'emploi de l'arme nucléaire est fondé sur des cultures politiques, des cultures de société et des civilisations. Le monde est en train de changer. Et ce qui paraissait impensable il y a 10 ans ou 15 ans apparaît aujourd'hui différemment. La rhétorique de l'ennemi, la haine de l'autre s'est développée à un point où effectivement nous vivons dans une communauté internationale qui peut avoir envie, pour une part, de régler son compte à l'autre. Ce sont des paroles graves qu'on entend. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, cette grammaire nucléaire semblait inscrite dans le marbre, gravée. C'est pour ça qu'à quelque chose, malheur est bon. Le débat qu'ouvre le président de la République permet de dire ces choses-là que je n'aurais jamais spontanément été dire à la télévision si je ne pensais pas qu'il faut les intégrer. C'est qu'aujourd'hui, et je ne pense pas qu'aux Russes, nous n'oublions pas la prolifération nucléaire, et des pays comme le Pakistan et bien d'autres pays qui aujourd'hui ont l'arme nucléaire. Et c'est en ça que le principe de responsabilité est essentiel. Et il y a une règle qu'il faut tirer de tout ça. C'est que la logique de la force, quand elle n'est pas maîtrisée, conduit à une escalade qui peut être mortelle. Et c'est ce qui fait de la situation en Ukraine un véritable danger. Et c'est ce qui fait aussi, parce que ce principe de la logique non maîtrisée, je l'appliquerai volontiers à la situation à Gaza, c'est ce qui fait que la politique israélienne aujourd'hui pratiquée à Gaza constitue un véritable danger, parce qu'il n'y a pas de maîtrise de l'emploi de la force. Oui. Et quand vous regardez, permettez-moi de dire un mot de la situation à Gaza, parce on va y venir dans un instant, si parce vous voulez, que tous les dossiers sont liés, sur, toutes les crises sont liées. Oui, finissons peut-être sur l'Ukraine, parce que votre parole, vous le savez, a du poids, et là c'est une forme d'avertissement que vous lancez en disant confusion, non-préparation, finalement c'est une forme de légèreté que vous reprocher d'une certaine manière à Emmanuel Macron, y compris effectivement par rapport à la doctrine nucléaire qui peut évoluer. En face, côté Élysée, on dit, de toute évidence, il y a des pays, des grands pays, et l'Allemagne est clairement désignée, même si elle n'est pas nommée, qui sont dans un esprit de peur et qui ont toujours peur de ces lignes rouges qui ont fait qu'on a toujours retardé nos livraisons d'armes et qui ont fait qu'aujourd'hui encore on a peur alors qu'on surestime ce que peut être la réponse de l'ours russe. Alors que le président Macron ait une explication de texte en tête-à-tête avec Olaf Scholz, je le comprends très bien. Mais que dans ce moment, dont vous dites à juste titre qu'il est un moment de solennité et de gravité, nous étalions les divisions franco-allemandes, alors là, je dis, attention, danger.
ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Et Pardon, l'Allemagne a-t-elle raison, par exemple, de refuser de livrer les missiles Taurus au motif qu'ils pourraient atteindre le territoire russe et au motif aussi que pour bien les faire fonctionner et contrôler leur utilisation, il faudrait qu'il y ait du personnel militaire allemand sur le sol ukrainien? Alors, la situation de l'Allemagne doit nous amener à reconnaître une réalité, c'est que l'Allemagne, d'un point de vue militaire, est un État empêché par lui-même et empêché tout court par le droit, puisque c'est le Parlement, le Bundestag allemand, qui prend la décision dans ce domaine d'envoyer, par exemple, des troupes à l'étranger. Mais la question des Taurus, et je comprends bien aujourd'hui la problématique d'Olaf Scholz, c'est véritablement des conséquences qui pourrait amener l'usage de ces armes, par exemple pour la destruction du pont de Kerch, qui ferait de l'Allemagne la cible numéro 1 de la Russie. Et ça, c'est un risque que le chancelier n'a pas envie de prendre devant son opinion publique, devant les Allemands. Et c'est pour cela qu'il hésite à ce point. Est-ce qu'il peut surmonter cet obstacle en demandant des engagements à l'Ukraine d'emploi de cette arme qui limiterait ou poserait des conditions pour l'emploi de cette arme. Il y a derrière aussi la question du statut de la Crimée et beaucoup d'hésitations autour de jusqu'où faut-il porter le combat de l'Ukraine et accompagner l'Ukraine dans le regain de sa souveraineté. Donc ce sont des sujets complexes. Personne ne peut décider à la place d'un responsable étranger. Et en tout état de cause, ces querelles ne doivent pas mettre en péril l'unité de l'Union européenne à un moment où l'on voit que les États-Unis sont en train de se retirer de la scène internationale puisqu'ils ont arrêté leur propre livraison d'armes depuis maintenant plusieurs mois. Une question sur Israël, que vous en parliez. Votre point de vue depuis le départ, c'est Israël n'obtient pas de résultats après des mois et des mois d'invasion de Gaza, n'obtient pas les résultats escomptés. Elle n'obtiendra pas les résultats, elle devrait s'y résoudre et de fait sa politique contribue à mettre en danger sa propre sécurité d'une certaine manière, en voulant agir uniquement par la force. Face à cela, et si vous considérez, c'est votre credo depuis le début, et c'est le credo à peu près du monde entier, j'exagère à peine aujourd'hui, que la solution politique, c'est un État palestinien, dire cela il y a quelques mois. Est-ce qu'il faut, pour débloquer la situation, alors qu'elle est bloquée en Israël sur ce sujet, que la France ou l'Union européenne reconnaissent l'État palestinien, même s'il n'existe pas encore, comme l'ont fait des dizaines de pays déjà jusque-là, y compris des grands pays? Je suis, pour ma part, favorable à ce que nous franchissions un pas. Je souhaiterais que nous franchissions ce pas. Je souhaiterais qu'on puisse le faire dans le cadre le plus efficace possible. Vous savez que c'est une question que se posent les Britanniques, c'est une question que se posent un certain nombre de pays européens, c'est une question que se posent les Américains. La question, c'est de savoir quand. Et c'est pour ça qu'il faut regarder en face la situation en Israël, puisqu'on attend ce cessez-le-feu qui n'est toujours pas signé. Quelle est la réalité quotidienne aujourd'hui à Gaza? Pas d'eau. On la décrit régulièrement ici. Non, mais je sais. Mais il faut l'avoir en tête pour comprendre. Vous savez, il faut visualiser. Pas d'eau, pas d'alimentation, pas d'électricité, pas d'abri, pas de logement. Une population qui est affamée, qui est assiégée, qui est véritablement écrasée sous les bombes matin, midi et soir, et qui est martyrisée à la fois par les gangs, par le Hamas et par l'armée israélienne, et parfois au mépris de la déontologie militaire, quand on voit qu'ils se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Cette réalité-là, elle va poser un problème à la communauté internationale. Elle le pose déjà. Non, mais elle va, pendant des années et des années, nous aurons à rendre des comptes sur cette situation. Nous, Européens, les Américains, les pays arabes. Parce que nous signons le deux poids, deux mesures, nous signons notre incapacité à nous mobiliser face à l'injustice, nous signons, alors même qu'Israël fait partie, et même une des pointes avancées du monde occidental, nous signons notre impuissance. Mais la question, c'est comment? Eh bien, comment? Quel levier peut-on Parmi les leviers, peut-on agir? Parmi les leviers, il y a les ventes d'armes à Israël, il y a le commerce avec Israël, et il y a la reconnaissance de l'État palestinien qui constitue le point de départ d'une stratégie politique. On ne peut pas écraser, affamer un peuple sans offrir une perspective politique. Il faut quand même voir... Donc le moment est venu pour la reconnaissance de l'État palestinien. Nous sommes dans le moment, il faut rassembler
tous ceux qui sont prêts aujourd'hui à se mobiliser pour franchir cette étape et faire en sorte que ce que Israël ne peut pas faire seul, parce que le gouvernement israélien aujourd'hui ne peut pas faire autre chose, porté par les extrémistes, que de continuer à faire la guerre, que de continuer à affirmer sa vengeance, eh bien, il faut forcer Israël à le faire. Merci Dominique de Villepin. Alors, on avait prévu que vous nous quittiez à ce moment-là, et vous n'avez pas, dans vos habitudes, le fait de discuter un peu à bâton rompu, comme on le fait régulièrement ici. Si vous le souhaitez, vous êtes le bienvenu. Sinon, on vous remercie. C'est tout prêt, tout prêt. Ah bien, écoutez, alors si vous avez des réflexions, des remarques, en particulier sur l'Ukraine, Oui, je vous voyerai... oui. Non, allez-y Dominique. Non, non. Je crois que j'étais d'accord sur énormément de points mis en avant par Dominique de Villepin, et en particulier ses critiques sur le président de la République et une sorte de légèreté et d'improvisation. Maintenant, j'avais deux réserves. La première, c'est dans ces scénarios catastrophiques, mais finalement assez plausibles, il y en a un qui ne me paraît pas très crédible. Je ne vois pas des pays proches de la Russie envoyer des troupes sur le front de l'Ukraine pour soutenir l'armée russe face aux contingents occidentaux qui viendraient. Le deuxième point, c'est sur Israël, le Gaza et la reconnaissance d'un État palestinien. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution à terme que l'existence de deux États. Je suis convaincu depuis toujours que la sécurité d'Israël passe par la légitimité d'Israël et que la légitimité d'Israël implique la reconnaissance d'un État palestinien. Encore faudrait-il qu'il y ait, quand on reconnaît l'État palestinien, à sa tête des dirigeants qui acceptent l'existence de l'État d'Israël. Ce n'est pas le cas du Hamas. Donc il faut une reconnaissance réciproque. Ce n'est pas le cas. Fait, Dominique, tout a été fait malheureusement pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteur du côté palestinien. Nous le savons tous, si le Hamas a été mis en avant, pas par n'importe qui, le Hamas a été mis en avant par Israël et par Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou lui-même a fait libérer les deux protagonistes principaux du Hamas, Sheikh Yassine et Yahya Sinwar. Il les a fait libérer des prisons israéliennes. Et par contre, celui qui a passé des années en prison, qui parle hébreu et qui est pour la solution à deux États, qui est un véritable responsable politique, eh bien lui, il croupit toujours en prison. Il est plus dangereux aujourd'hui pour M. Netanyahou d'être défenseur d'un État palestinien que d'être un terroriste. C'est ça qui est tragique. Et nous avons à la tête de l'Europe quelqu'un qui a parlé très franchement sur cette responsabilité d'Israël et qui a dénoncé, le haut-commissaire aux affaires étrangères, qui a dénoncé justement cette politique qui a été celle d'Israël pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, si l'on veut reconstruire un interlocuteur palestinien, eh bien, il faut créer les conditions pour le faire. Et c'est un intérêt absolument majeur, parce que, comme vous le dites, il faut, pour la sécurité d'Israël, un interlocuteur responsable à ses portes, à ses frontières. Et cet interlocuteur responsable ne peut être qu'un État constitué qui assurera la souveraineté et qui assurera la sécurité à sa frontière. Sarah, mais s'il vous plaît, revenons sur l'Ukraine, c'est quand même l'affaire du jour. Ça me semble aussi le sujet crucial. Monsieur le Premier ministre, j'ai entendu toutes vos préoccupations et je partage vos inquiétudes sur ce monde en crise, ce monde en guerre et ce monde éruptif. Mais justement, comment pensez-vous alors qu'on doit procéder sur cet règlement de la crise et de la guerre en Russie? Et surtout, ne pensez-vous pas que toutes ces crises que vous avez mentionnées, cette menace terroriste et toutes les autres, elles existent encore et elles existeront toujours si la Russie progresse, si la Russie gagne et que tout ça n'allégera pas le danger qui nous guette?
Tout à fait. Et c'est pour cela que la politique du fait accompli, aujourd'hui en Russie, dans le Donbass et en Crimée, et demain éventuellement sur une portion du territoire supérieur en Ukraine, ne pourra jamais être entérinée par nous. Nous n'accepterons jamais cette politique du fait accompli. Et c'est pour cela que je pense que si nous avions dit « soyons garants de l'unité et de la souveraineté de l'Ukraine, aujourd'hui, demain et après-demain », parce que ce n'est pas négociable, c'est l'ensemble de l'ordre international, c'est le respect du droit international qui nous conduira à refuser cette politique de force de Vladimir Poutine. Mais l'erreur que nous avons commise, c'est de ne pas aligner les moyens que nous avons donnés à l'Ukraine sur les objectifs et de ne pas l'avoir fait en ayant en tête un calendrier. Moi, depuis le début, je pense que plus nous attendons, plus ça deviendra difficile pour les Ukrainiens. Vous ne perdez pas vos parents, vous ne perdez pas vos enfants sans que ça retentisse sur une société d'aujourd'hui 30 et quelques millions d'habitants par rapport aux 140 millions de Russes. Donc c'est un drame que vit l'Ukraine. Et on ne peut pas considérer que par procuration, on va demander aux Ukrainiens de se battre et de mourir indéfiniment. Donc ce calendrier, il fallait l'avoir en tête. C'est facile ici de refaire la stratégie et de refaire le monde. Mais il fallait donner, et il faut aujourd'hui donner, sur une période courte, des moyens suffisants à l'Ukraine pour lui permettre de reprendre l'offensive et de se placer en situation de négociation. Parce que nous le savons, la solution sera politique. Et de la même façon que nous n'accepterons pas une capitulation de l'Ukraine, malheureusement en face, il y a fort à parier que d'autres n'accepteront pas non plus une capitulation de la Russie. Donc il faut penser l'Ukraine en même temps qu'il faut penser le monde. Tous les conflits sont interdépendants. On ne peut pas, parce qu'on est spécialiste de l'Ukraine ou de la Russie, penser tout seul dans son coin, à travers sa spécialité, la réalité de ce qui se passe là-bas. Le monde est global. Je vous presse un peu parce que Dominique Villepin part dans 3 minutes, mais il y a quelques instants, je vous entendais dire Emmanuel Macron, il a raison. Il faut hausser le ton. Dominique de Villepin vous dit, c'est brouillon, c'est léger, ce n'est pas préparé, rime Dominique. Alors c'était plutôt préparé. Après moi je ne prétends pas avoir de meilleures informations que le Premier ministre à côté de moi. Pas des combattants. Alors il n'a pas dit combattant. Il n'a pas dit troposol. Alors, je suis désolé. Il n'a pas prononcé le mot troposol. On lui a posé la question. C'est le mot qui a été prononcé. Non, dans la question que Bloomberg a posée, lui il a juste répondu je n'exclus rien. Après moi, je suis pas là pour. Il reprend le mot troposol. Il le reprend. Troposol, il l'a employé. Je suis désolé, dans la grammaire diplomatique, il y a une grammaire nucléaire, il y a une grammaire diplomatique. On ne peut pas utiliser un mot Après pour un moi, autre. je suis pas là pour défendre le président de la République, c'est pas mon job, heureusement d'ailleurs. Mais on ne vous prête pas cette intention en particulier. J'ai une question en fait à vous poser en tant qu'ancien grand diplomate. Comment vous feriez avec les partenaires européens qu'on a aujourd'hui en fait face à la France? On a un chancelier allemand avec qui il y a clairement un gouffre de culture stratégique. Et on a des divisions qui commencent à poindre leur nez. Après, il y a les Baltes, il y a les Polonais, il y a la République tchèque qui étaient contents de ce que le président Macron a dit et qui sont prêts à travailler sur certaines hypothèses. Donc, comment on fait quand il y a une relation entre Scholz et Macron qui ne fonctionne pas? Ça fait des mois et des mois qu'ils essaient de la faire fonctionner, et qu'on a aussi un chancelier allemand qui ne se prive pas d'attaquer la France quand il veut le faire. Pardon, peut-être Dominique, et puis ensuite une réponse... Oui, juste 2 remarques sur les risques. Ça fait partie effectivement des analyses qu'on fait avant de prendre des décisions comme ça, et j'ai bien noté les 5 risques que vous avez évoqués, et de ma connaissance, ils sont analysés. Le deuxième point... Vous me rassurez, mon général. Tant mieux. Le deuxième point, c'est la montée en gamme pour aider l'Ukraine. Vous avez parfaitement raison. Sauf que le problème, c'est qu'on vient de 25 ans de désarmement. Et que les seuls armements qu'on a pu donner immédiatement, c'est de l'armement soviétique stocké dans les pays de l'Est. Les autres, on n'avait rien. Et aujourd'hui, les obus de 155, quand vous pensez que l'usine qui en fabrique en France devait fermer, et qu'elle ne ferme pas parce qu'il y a les commandes. Le président tchèque met sur la table la possibilité d'acheter à l'étranger 800 000 obus. Ça va se faire, visiblement. Donc c'est pas impossible. Non, mais c'est pas impossible. Mais le problème, c'est que la diplomatie, comme la défense, ça se fait avec un peu d'imagination. Et il faut être débrouillard. Et il faut se donner du mal. Or, malheureusement, il y a peut-être un peu de mauvaise volonté,
peut-être aussi parfois un peu d'incompétence, mais en tout état de cause, ce qui manque, nous n'avons même pas de Monsieur Ukraine à l'échelle de l'Union européenne. Ce qui manque, c'est qu'au-delà des présidents, en dessous des chefs d'État et des chefs de gouvernement, il faut des gens qui sont à la manœuvre et qui connaissent, qui ont une expérience du terrain. C'est là où on voit que entre les ordres et les boulons serrés, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour répondre à Rima, qui très justement pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a une chose en tout cas qu'il ne faut pas faire. C'est laver son linge sale en public. Vous savez, quand on commence entre Français et Allemands ou Européens à vouloir compter les points sur la scène médiatique, c'est très mauvais signe. Oui, je suis Très vite, non. Parce que vous avez raison. Il faut avancer. Pour avoir la capacité d'innover et de prendre, il faut commencer par dire à ceux qui ont ça, pas de limite. Si vous commencez à leur mettre des limites dès le départ, eh ben, ils ne réfléchissent pas. Hors limite. Et donc il faut en leur général, dire ça. Il y a une différence entre l'ambiguïté stratégique et l'excitation ou la confusion stratégique. Pas de limite sur un dossier comme celui-ci, un drame comme celui-ci, qui est tellement cadré par l'histoire. Une fois de plus, la guerre froide, on l'a vécu. Ça implique sans doute encore plus d'ambiguïté, et c'est pour ça que je le redis, la bonne formule eût été de dire « nous sommes garants de la souveraineté et de l'unité ukrainienne ». Si le scénario du pire se produit demain et qu'Emmanuel Macron doit faire face et doit répondre à la question « alors, vous aviez dit, et qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, je ne suis pas sûr que la position de la France en sorte considérablement grandie. On est co-responsable avec les Européens aujourd'hui de ce qui se passe là-bas. Merci Dominique de Villepin d'avoir répondu. On n'a jamais raison tout seul. Il y a un ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, qui était un homme admirable, Jean-Marie Soutou, qui disait toujours « en tête, mais jamais échappé ». Jamais échappé. La diplomatie, c'est pas le cyclisme. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour cet échange.